Un professionnel de la santé sur 8 présente un risque élevé de burn-out. Et malheureusement, les sages-femmes font partie des plus touchées. Certaines pleurent en rentrant du travail, d'autres rêvent de fuir, de partir ailleurs, là où l'herbe est plus verte, là où le soleil brille plus. Mais elles ne peuvent pas. Il y a celles qui tombent en silence, et puis il y a nous, celles qui restons debout. Mais à quel prix ? Bienvenue sur Sage-Femme Authentique, le podcast qui ouvre les portes de la connaissance et de l'empowerment en matière de naissance. Ensemble, nous allons explorer les vérités de l'enfantement, briser les mythes et les peurs sociétales et célébrer la physiologie innée des femmes et des bébés dans leur voyage vers la naissance. Au cœur de chaque épisode, je vous emmène à la découverte des pratiques authentiques des sages-femmes, loin des murs hospitaliers, que ce soit à domicile ou en maison de naissance. Je suis Mélissa Chambard, sage-femme et maman de 5 enfants, et ici je vous partage mon expérience, mes conseils pratiques, mes découvertes, ainsi que des histoires inspirantes de parents, de sages-femmes et de professionnels de la périnatalité. Ceci pour que vous soyez pleinement acteur de la naissance de votre bébé, peu importe le lieu où vous avez choisi de l'accueillir, dans l'authenticité, la bienveillance, la force et la puissance. Allez, vas-y. Aujourd'hui, j'ai envie de parler à nouveau d'un sujet tabou, un sujet qu'on évoque rarement, encore moins dans les médias et encore moins dans les couloirs des hôpitaux, mais je vais vous parler des burn-out des soignants, de l'usure lente, profonde, insidieuse, de ces femmes, souvent sages-femmes, infirmières, aides-soignantes, médecins, qui se lèvent chaque jour pour prendre soin des autres, mais qu'on laisse s'écrouler parce que personne ne prend soin d'elles. Je pense à mes collègues, à celles qui sont encore là, qui s'accrochent parfois par peur, souvent par obligation. Celles qui dorment plus, qui pleurent dans les vestiaires, qui n'ont plus la force de répondre à leurs enfants le soir. Celles qui n'ont pas de plan B et qui restent parce que, vous savez quoi, il faut payer les factures. En ce moment, à l'hôpital, il y a 2 collègues à moi qui sont vraiment à bout. À la bulle aussi. J'ai une collègue qui s'est arrêtée. Des femmes qui sont formidables, qui sont compétentes, qui sont humaines, engagées, mais qui sont broyées par le rythme, les gardes, les sous-effectifs, la pression, le manque de reconnaissance. Et je me dis que si même elle craque, qu'est-ce qui nous reste en fait ? Ce que je vais vous partager aujourd'hui, c'est pas que mon ressenti. C'est un cri collectif, celui de toute une profession. Et il est temps qu'on en parle. Il y a quelques jours, ma collègue Clémence, elle a pris la parole sur les ondes de Matin Première, sur la RTBF. Elle a parlé finalement de ce que peu de gens osent dire. Et ces mots, moi, ils m'ont bouleversée. J'ai envie de les partager avec vous parce que ce qu'elle décrit, c'est la réalité. C'est pas un cas isolé, c'est pas une exagération, c'est ce qu'on vit toutes, tous les jours. Un professionnel de la santé sur 8 présente un risque élevé de burn-out. C'est l'un des principaux constats d'une enquête du SPF Santé publique et de Sciences Ano, réalisée auprès de 35 000 travailleurs du secteur des soins. Selon cette enquête, la moitié des répondants ne se voient pas faire le même métier jusqu'à la retraite. Alors les groupes les plus à risque, les jeunes, de 25 à 44 ans, et certains métiers comme sage-femme. Stéphanie Trieste a rencontré Clémence Vital-Durand. Elle a 35 ans, sage-femme donc au CHU Saint-Pierre. Elle lui a demandé si elle pensait parfois à changer de profession. De plus en plus souvent, c'est parfois vraiment difficile. Oui, forcément, on se pose la question parce que ça demande des sacrifices énormes. Après, c'est rare de se lever tous les matins et de savoir exactement pourquoi on se lève et d'avoir cette reconnaissance quand même des bénéficiaires qui nous rendent énormément et de partager ces moments dans la vie, même s'ils ne sont pas toujours heureux. C'est un privilège énorme dont moi je m'estime vraiment... je suis hyper chanceuse, mais les conditions de travail font que parfois, à échelle individuelle, on ne sait pas lutter tout seul contre un système qui ne met pas les moyens suffisants pour qu'on ait des conditions de travail suffisamment correctes. Quand la brisure est trop forte entre ce qu'on vous impose et ce que vous pouvez fournir comme qualité, il y a parfois des moments où je me dis que je partirai. Quand ça sera trop, je partirai. Un reportage donc signé Stéphanie Trieste. Vous l'avez entendu, non ? C'est pas de la plainte, c'est de la détresse. Et cette détresse, elle est silencieuse parce que
On n'a pas le droit de flancher parce qu'on est censé tenir, parce qu'on est censé être là pour les femmes. Parce que si on n'est pas là, qui y sera ? Parce que nous, on nous a appris à nous sacrifier. Vous savez, avant, les sages-femmes, c'était des nonnes, c'était des sœurs. C'était un sacerdoce d'être sage-femme. Mais on est en train de crever littéralement. Et le pire, c'est qu'on continue, qu'on sourit, qu'on assure jusqu'au bout. Jusqu'au moment où on tombe. Peut-être que toi aussi, tu t'es déjà demandé comment t'allais tenir cette garde de plus. Tu sais, t'avais mal au dos, les jambes en feu, les nerfs à vif. T'as quand même mis ton masque, ton badge, ton sourire. Peut-être que t'as déjà quitté l'hôpital en pleurant dans ta voiture. Peut-être que t'as déjà été à l'hôpital en pleurant dans ta voiture, sans même savoir pourquoi. Peut-être que t'as même pas eu le temps d'aller aux toilettes pendant tes 12 heures de garde. Peut-être que tu t'es demandé si un jour t'allais pas simplement t'effondrer dans un couloir, puis il n'y aura personne vraiment pour le remarquer. Peut-être que tu travailles avec des collègues formidables, mais qui sont tous à bout. Peut-être que tu sens que tu fais pas plus du bon travail parce que t'as plus le temps en fait de faire les choses comme tu le souhaiterais. T'as plus l'espace, t'as plus le temps, t'as plus l'énergie pour faire ce que tu faisais avec le cœur. Peut-être que t'es indépendante et puis que tu cours partout. Tu dois répondre aux appels des hôpitaux, aux appels des patientes. Tu te réveilles à 3h du matin pour aller chez une patiente et que tu reviens pour répondre à tes mails, gérer ton administratif. Toujours soigner les autres alors que toi, t'as plus de jus. Peut-être que tu te dis que c'est pas normal, que c'est pas tenable. Et tu sais quoi ? T'as raison. Tout ça, c'est pas tenable, et puis c'est pas normal, puis t'es pas seule à le ressentir. On est toutes comme ça. On aime bien nous faire croire que si on craque, c'est parce qu'on est fatigué, pas assez solide, trop sensible, qu'on prend pas assez de temps pour nous, du me time. Tu prends pas assez de temps pour toi, c'est pour ça. Mais en vrai, on est en train d'essayer de soigner un système malade en sacrifiant celles qui le tiennent encore debout, à bout de bras là. Le burn-out aujourd'hui, il est pas rare, il est structurel. Parce qu'il y a les sages-femmes hospitalières qui travaillent à flux tendu, parfois avec plusieurs femmes en travail actif en même temps. Parfois seules sur une garde, parce que on parle des sages-femmes en salle de naissance, mais dans les services de grossesse à risque, de postpartum, etc. Parfois elles sont seules. Elles font des nuits blanches, des journées doubles parce qu'elles rentrent chez elles, elles ont leur deuxième journée qui commence. Elles courent d'une salle à l'autre, sans pause, sans reconnaissance, sans sécurité émotionnelle. Et quand elles demandent de l'aide, on leur dit il n'y a pas le budget d'avoir une deuxième personne. Quand elles s'arrêtent, on les culpabilise. Et quand elles partent, on les remplace par de nouvelles belles âmes qui vont tenter de maintenir ce système, mais qui vont se brûler les ailes de la même manière. Et les sages-femmes indépendantes, elles cumulent tout. Les consultations, les suivis postpartum, les appels de nuit, les trajets, l'administratif, la pression émotionnelle, le manque de cadre, les cotisations qui grimpent, les aides qui s'évaporent, les choses auxquelles elles pensaient qu'elles auraient le droit et auxquelles elles n'ont pas le droit, et pourtant, elles sont là, elles tiennent par amour du métier, par amour des femmes. À quel prix ? Et puis, dernièrement, franchement, les décisions politiques, la suppression des majorations pour le travail de nuit et de week-end pour les collègues qui travaillent à l'hôpital. Moi, j'arrêtais pas de dire, c'est pas juste. On ne reconnaît pas, en fait, on n'a pas de majoration pour notre travail de nuit. Puis, quand on travaille et qu'on fait du suivi de travail, on peut pas changer, on peut pas renouveler certains codes au bout d'un certain nombre d'heures, parce qu'on peut tarifier ce code qu'une seule fois. Mais elle, bientôt, elle travaille en nuit et le week-end sans vraiment d'avoir de majoration. J'ai partagé il y a quelques jours l'histoire d'une étudiante, Chloé, à qui on la prive de droit à des allocations de réinsertion, alors que elle avait justement compté sur ces allocations-là pour pouvoir reprendre ses études et pouvoir sortir du chômage. L'absence de reconnaissance du travail à domicile, du suivi global, du suivi humain, du lien humain, c'est tellement balayé comme ça par les politiques qui ne connaissent rien à notre réalité de terrain. Et ces mesures continuent à détricoter les droits sociaux. Ce que je veux te transmettre aujourd'hui, c'est ça, c'est que t'es pas en train de faillir, t'es pas en train de tenir debout dans un système qui te tient plus, non, c'est toi, c'est pas à toi de tout porter. Et pour l'instant, c'est toi qui portes tout ça. Travailler en sous-effectif avec des moyens insuffisants, dans un climat de peur, de pression, de contrôle, c'est pas normal. C'est pas tenable. C'est pas un échec personnel si t'y arrives pas, si t'y arrives plus.
C'est le système qui t'a mis dans cette situation. Continue à prendre soin des autres alors que toi-même t'es à bout. C'est de la survie, c'est pas de la vocation. Et ça devrait même pas exister. Ça devrait même pas être exigé. Se réveiller la boule au ventre, avoir envie de pleurer dans sa voiture, plus réussir à dormir, à rire avec ses enfants. C'est peut-être devenu fréquent, mais c'est pas pour autant acceptable. Alors oui, on peut poser des actes concrets. On peut peut-être prendre conscience de ses limites, reconnaître qu'on va mal. Je pense que ça, c'est un acte de force. C'est fort, en fait, de reconnaître que ça va pas. C'est pas de la faiblesse. C'est le premier pas vers le soin de soi-même. Parler, demander de l'aide. Mais va voir un médecin, va voir un psy, va voir une collègue bienveillante. Pose des mots. Sors de l'isolement. Le burn-out, il adore le silence. Mais à plusieurs, on brise les murs. Rejoins un cercle. Va voir une supervision, un espace de parole, de sororité. Parle de ce que tu vis parce que t'es pas seul. Redonne du sens. Si tu tiens encore debout aujourd'hui, c'est parce que ce métier, il a du sens pour toi. T'es pas devenue sage-femme par hasard. Reconnecte-toi à cette flamme, même à une étincelle. Et si elle est éteinte, peut-être que c'est le signe qu'il faut réajuster, revenir à soi, revenir à ce qui te nourrit. Ose poser des limites. T'as le droit de dire non. Non à une garde de plus, non à un accompagnement qui te coûte trop, non à une organisation toxique. Tu peux pas tout donner tout le temps. Et t'as le droit de te protéger. Je veux plus qu'on se taise, en fait. Je veux plus qu'on accepte, en silence, de s'effondrer entre deux gardes, là. Je veux plus qu'on dise à une sage-femme, une infirmière, une psy, une aide-soignante « T'es trop sensible, tu prends trop à cœur, tu devrais t'endurcir, prends du temps pour toi. » Non. On n'est jamais trop. On est en train de faire un métier humain dans un système qui l'a déshumanisé. Et à un moment donné, en fait, ça suffit. Aujourd'hui, je t'invite à transformer cette douleur en mobilisation. Parce que tu sais quoi ? Le 14 octobre à Bruxelles, il y a une manifestation nationale qui est organisée pour dénoncer cette casse sociale qui touche de plein fouet les soignants, les femmes, surtout les femmes, les travailleurs qui sont précaires, les étudiants. C'est le moment de dire stop. Stop à l'épuisement, stop à la non-reconnaissance, stop aux politiques qui rendent notre métier invivable. Est-ce que vous vous imaginez faire notre job à 65 ans ? Pas du tout. Rejoins-nous dès 10h à la gare du Nord. Le cortège y partira vers la gare du Midi. Et on marchera pour nous, pour celles et ceux qu'on soigne, pour ne plus devoir choisir entre notre santé mentale et notre métier. Tu peux venir seul, tu peux venir avec des collègues, tu peux venir en blouse, tu peux venir avec une pancarte, en silence, en colère, en larmes. On sera là pour être avec toi. Tu seras légitime, tu seras entendu, tu seras entouré. Et si tu peux pas venir physiquement, alors partage cet épisode. Parle de ce qui se passe autour de toi. Relaie les récits, les cris, les appels, parce que on sauvera pas le monde en s'éteignant, mais on peut commencer à changer en se soutenant. Tu n'es pas seul, t'as pas à te brûler pour prouver ta valeur. Tu mérites d'exercer ton métier dans la dignité.